On va essayer d'effectivement lancer la réunion de ce soir. Donc, comme l'a dit Martial, une réunion de restitution qui concerne la présentation du compte-rendu que l'équipe du débat a rédigé juste après la fin du débat public le 15 mai dernier et qu'on rend public à partir d'aujourd'hui, qui est disponible sur le site internet depuis cet après-midi. Je laisse tout de suite la parole à Marc Papinutil, président de la CNDP, pour remettre en contexte ce débat et ce temps de débat qu'on a vécu sur cet hiver et ce printemps. Bonsoir à toutes et tous, merci beaucoup d'être là. Et on voit que la fidélité à nos événements, effectivement, le compte-rendu a été mis en ligne cet après-midi, ainsi d'ailleurs que le bilan du président de la CNDP. Et je vais vous rappeler juste en quelques mots, peut-être sur le transparent suivant, ce qu'est la CNDP. C'est l'autorité indépendante chargée de garantir le droit à l'information et à la participation, notamment sur les décisions qui concernent l'environnement, et rappeler aussi le deuxième point, que les débats publics ne sont pas des référendums, mais bien au contraire, dans le compte-rendu, vous le verrez, ou vous l'avez peut-être déjà vu, ça rend compte de l'ensemble des positions exprimées. Transparence suivant. Alors, l'émission de la SNDP, c'est assez simple. Nous organisons des débats et des concertations sur la demande des maîtres d'ouvrage, selon un décret qui est assez bien écrit. Évidemment, quand on organise des débats publics, là, on peut revenir sur l'idée qu'on est au 114e débat public et troisième débat public, j'y reviendrai, sur des projets d'EPR dans le cadre du programme initié en début 2022. Je reviens encore une deuxième fois en disant que nous ne prenons pas des positions, tant la CNDP que la CPDP, sur l'opportunité du projet plan-programme, mais qu'on éclaire le décideur sur les conditions de la faisabilité et notamment sur les questions qui restent ouvertes. Et c'est dans le cadre des recommandations que nous allons voir plus tard. Peut-être le transparent suivant. Pour revenir, le cadrage, vous le connaissez, un programme de 6 EPR2 de trois paires. C'est la première fois que le débat n'est pas, les EPR2 n'est pas au bord de la mer ou sur le littoral, mais en bord de fleuve. Et je pense que l'eau non salée a une importance qui sera recitée plusieurs fois. Peut-être le transparent suivant. Alors, un rappel sur le contexte. En décembre 2024, la CNDP, avant le débat Gravelines et le débat sur le budget, avait rappelé qu'il fallait que soit précisé le cadre général proposé par le gouvernement, l'économie générale du projet, ses coûts et financements, la maîtrise des risques et des dérives de coûts. Et je crois que le dernier atelier en visio a porté sur ces points-là. La concertation préalable a eu lieu pour la PPE fin 2024, ainsi que le retour des garants pendant le débat. La PPE n'est toujours pas adoptée et il y a eu une loi qui est aujourd'hui repartie du Sénat sur le sujet pour aller à l'Assemblée nationale. Et puis nous avons un débat sur le PNGMDR, ce qui est le programme sur les matières dangereuses radioactives. Tout cela donc indique que dans ce qui va suivre après donc ce compte-rendu et ce bilan, c'est-à-dire la concertation continue, il y aura des sujets qui reviendront. Et je laisse maintenant David, le président de la CPDP, vous présenter avec son équipe les résultats de son compte-rendu. Merci. Merci Marc. Donc effectivement, on va déjà vous présenter le sommaire de ce soir sur la diapo suivante. Voilà, donc ce temps d'ouverture de réunion dans lequel nous sommes. On va, donc, membres de l'équipe du débat, vous présenter alors quand on dit présenter le compte-rendu du débat, on reprécise qu'on a un document de 96 pages, donc rassurez-vous, on ne va pas vous lire 96 pages, mais bien vous donner la substantifique moelle de ce qu'il y a dans ce rapport, ce qui voilà, fait qu'on a on a dû faire des choix. Donc, encore une fois, on vous renvoie vers le document pour avoir l'entièreté des propos. Donc, une présentation du compte-rendu, des questionnements et des recommandations sur chacune des thématiques qu'on a choisi d'aborder ce soir.
puis un temps de 10 minutes à la maîtrise d'ouvrage, donc sachant elle est double, hein, EDF et puis RTE qui nous feront leur retour sur ce temps dans lequel nous sommes. Et puis, on ouvrira un temps d'une trentaine de minutes autour des échanges. Et comme on vous l'a déjà dit, l'ouverture du chat se fera à ce moment-là. Il sera possible de poser des questions soit directement en levant la main sur le Zoom, soit en les posant directement dans le chat. Et puis ensuite, un temps synthétique de conclusion du débat. On va passer à la diapo suivante. Quand on a démarré ce débat dans les temps de préparation, on a identifié trois grandes questions qui étaient les enjeux qui nous semblaient principaux à nous, équipe du débat, mais qui étaient aussi les retours qu'on avait pu avoir des acteurs qu'on avait rencontrés sur la phase de préparation. La première question qui s'est posée, c'est comment on peut débattre ensemble sur ce projet. La question de la confiance qui était pas mal remontée, donc on l'a posée en tant que telle à l'ouverture du débat, à la réunion de Bourg-en-Bresse notamment, et c'est une question qui a été une question fil rouge aussi tout au long des 3 mois et demi du débat. La deuxième, c'était le fait que ce projet, il s'inscrit dans un territoire et qu'il y avait besoin d'abord d'avoir de l'information et puis de pouvoir échanger sur l'installation de ce projet éventuellement sur ce territoire, notamment les impacts sur le territoire, l'aménagement. Et puis, dernière famille de questions autour des caractéristiques associées à un projet nucléaire, notamment autour des risques. Voilà, alors ce qui rejoint la question de la confiance, c'est comment s'est déroulé ce débat. Nous, équipe du débat, on est satisfait de ce débat, de son déroulement. On trouve que c'est un débat de qualité qui s'est tenu dans de bonnes conditions, avec une forte mobilisation qui n'a pas faibli malgré l'avancée du débat. On a eu vraiment, et Nathalie Pinel vous présentera les chiffres tout à l'heure, beaucoup de fréquentation, beaucoup de retours, beaucoup d'avis. Donc, il y a eu une vie du débat qui a été très intense. Une attention particulière que nous, équipe du débat, on avait souhaité porter auprès des acteurs, notamment parce que le contexte qu'a expliqué Marc Papinuti est celui d'un troisième débat, donc certains acteurs ayant participé aux deux premiers. Dans cet enchaînement, il y a aussi, et on peut le comprendre, une fatigue, une capacité à se mobiliser qui peut être difficile. Donc voilà, on a entendu ces besoins dès le démarrage et on a mis en place des modalités qui ont permis aux acteurs d'avoir toute leur place. Et puis, dans le courant du débat, on a vu émerger des besoins du public d'en savoir plus, d'avoir plus d'informations sur quelques thématiques. Ces thématiques, c'était notamment celle des alternatives. Est-ce qu'on peut faire autre chose que ce projet? Donc, on a proposé une réunion spécifique sur la question des alternatives avec des acteurs qui se sont mobilisés, qui ont proposé 8 alternatives donc, que vous pouvez retrouver sur le site du débat, qui sont également présentées dans le compte-rendu. Un besoin aussi d'évoquer le mix énergétique du futur en France, c'est-à-dire ce projet-là, il vient répondre à quels besoins, quels sont les scénarios, les trajectoires qu'on imagine, quel est le choix qu'a fait EDF qui répond donc à un besoin en électricité. Et puis, la question, on y reviendra plus tard, mais la question des coûts et du financement du projet, sachant qu'on était au moment du débat sur des coûts qui n'étaient plus actualisés et il y avait besoin d'en savoir plus sur l'actualisation de ces coûts. Je laisse la parole à Nathalie Pinel pour nous présenter le débat en quelques chiffres. Oui, en quelques secondes aussi. Merci David. 45 modalités diversifiées dans un rayon de 100 km autour du projet, que ce soit des réunions publiques, ce que l'on appelle des débats mobiles, c'est-à-dire une présence de l'équipe du débat dans l'espace public, que ce soit des interventions plus spécifiques dédiées à des publics particuliers comme les lycées ou l'université. Il y a une multitude, on va dire, une grande diversité,
pardon, de ces modalités qui ont permis de toucher des publics vraiment variés. Et on arrive à avoir 3400 participants, participantes, plus de 2300 en présentiel et un peu plus de 1000 lors des visioconférences. Je précise et je rappelle que toutes les réunions ont fait l'objet d'une retransmission, toutes les réunions publiques ont fait l'objet d'une retransmission en direct, ce qui a effectivement permis au plus grand nombre d'y assister. 350 lycéens, lycéennes, étudiants, étudiantes, qui étaient vraiment pour nous très importants. On a vraiment cherché à cibler un public jeune, et donc on a là à peu près 10% de ce public cible, et 900 contributions sur la plateforme participative du débat, donc que ce soit pour donner un avis ou poser des questions. Et puis, des modalités un peu plus spécifiques et écrites, puisque sont arrivées peut-être un peu tardivement, c'est dommage parce qu'on n'a pas pu en profiter plus à même pendant le débat, près d'une centaine de cahiers d'acteurs hein, qui ont été mis en ligne. Et on a eu la rédaction pendant ce débat par un groupe citoyen mis en place qui avait 29 participants et participantes de 3 documents ciblés qui sont aussi sur le site. Et les associations et acteurs ont participé dès le début du débat à un cahier collectif d'acteurs, ce qui était une première aussi dans la démarche de la CNDP. Voilà. Et puis juste pour l'anecdote, parce qu'on voulait rester sur les avis, on a eu 26 600 visiteurs et visiteuses sur le site, pardon, ce qui est beaucoup. Et ce qui a aussi été amené par une politique de communication un petit peu différente, favorisant beaucoup les réseaux sociaux, et qui a amené ce nombre important, près du double de ce qu'on voit habituellement sur les autres débats. Voilà. Merci Nathalie. Donc, on va passer à cette présentation des enseignements du débat et des questions et recommandations qui sont associées. Sur la diapo suivante, on vous présente les thématiques, non, on vous présente ce que c'est les recommandations et les questions, en reprécisant bien que ce n'est pas le rôle de la CNDP de donner un avis sur l'opportunité du projet, mais bien de faire une cartographie des avis qui ont été émis, également des questions, de tout ce qui s'est dit durant ce temps de débat. Et les recommandations qu'on porte, elles portent énormément sur la plénitude de la réponse des questions. Est-ce qu'il reste encore des questions sur lesquelles il faudrait apporter des précisions? Et elles portent également sur les modalités de participation du public, essentiellement en vue d'une concertation continue si la maîtrise d'ouvrage décide de poursuivre le projet. Et puis, on vous le redit encore une fois, avec toute la prudence, puisque ce soir, on ne présente que quelques-unes des recommandations. On pourra peut-être ensuite, dans les temps d'échange, en présenter d'autres, mais en tous les cas, vous les retrouvez dans leur entièreté sur le document compte rendu. Diapo suivante. Donc, les thématiques qu'on va aborder ce soir, ben, c'est la question de l'opportunité. Qu'est-ce qui s'est dit sur ces questions et quelles sont nos recommandations? On va aborder également le territoire et ses particularités, la question de l'eau et du Rhône, le coût et les financements, et puis on finira par la question de la sûreté. Diapo suivante pour l'opportunité. Globalement, sur l'opportunité, on présente que les recommandations et questionnements. Il y a un besoin d'information et qui porte pas seulement sur le projet lui-même ni sur le programme, mais également, comme je vous l'ai dit, on allait rajouter une réunion sur ce sujet, sur le mix énergétique et la programmation pluriannuelle de l'énergie n'étant toujours pas adoptée, un besoin de communiquer, d'informer dès qu'elle le sera, un besoin aussi d'en savoir plus sur les futurs énergétiques de la France sur l'horizon 2050. Et puis, des questions plus précises sur les critères rédhibitoires, c'est-à-dire à quel moment le projet ne se ferait pas. Et ensuite, comment sont prises en compte l'expérience des 6 premiers EPR2 dans l'hypothèse où la PPE serait votée, qui annonce aussi ensuite 8 autres EPR2. Voilà pour l'opportunité. Je vais laisser la parole à Véronique Morel pour présenter le territoire et ses particularités.
Oui, bonsoir à tous. Sur le thème du territoire, les choses qui ressortent, bien le fait tout d'abord que le territoire est très dense, à la fois en habitants, habitantes et en entreprises, en activités économiques. Donc c'est un territoire qui bénéficie d'une relative acculturation au nucléaire, hein. Le site du budget est ouvert en fonctionnement depuis les années 70. Mais néanmoins, un public qui demande plus d'informations sur les risques potentiels et les mesures mises en place. C'est également un territoire très densément peuplé, avec la métropole de Lyon, 1,4 million d'habitants à l'ouest, Genève avec 1 million d'habitants, mais également d'autres grandes agglomérations comme Grenoble, Saint-Étienne, Chambéry, Annecy, Valence, dans un rayon de 80 à 100 kilomètres. Sur la suite. Concernant maintenant l'articulation des nombreuses collectivités territoriales qui sont proches du site, alors bien sûr dans l'Ain, mais également dans l'Isère, on a différentes communautés de communes et deux et trois, même trois départements qui sont à proximité du site et qui demandent à être associés au projet, notamment du côté de l'Isère, en soulevant des questions liées à l'aménagement du territoire, la formation ou l'information des publics en matière sécuritaire, et également sur la gouvernance territoriale, l'équité des retombées fiscales à venir dans l'articulation du projet, s'il se fait, puisque c'est un projet très structurant pour ces trois, ou du moins ces deux départements particulièrement, mais même le Rhône, et bénéficiant d'une ampleur nationale. Sur la suite, concernant la question des emplois, on mentionne bien entendu les potentiels de développement de la filière nucléaire dans la région, hein, avec 1200 entreprises qui travaillent de près ou de loin autour de ces activités nucléaires. Donc les emplois qui sont annoncés seraient d'environ 8000 en période de chantier et 1500 à 2000 ensuite en exploitation. Donc, ça représente bien entendu un potentiel de spécialisation et de montée en compétences et d'activité économique pour le territoire. Certaines contributions montrent quand même une inquiétude par rapport à cette spécialisation du territoire, si elle est trop poussée. Comment protéger, par exemple, les autres filières économiques, comme le tourisme ou bien l'agriculture? Et certaines contributions appellent également à une diversification des activités économiques, qui est vue comme un facteur de résilience, hein, du territoire pour l'avenir. On mentionne également le point de la sous-traitance, à la fois sur la phase chantier et la phase d'exploitation. Sur la phase chantier, justement, certains questionnements émergent. En effet, c'est un chantier de grande ampleur, hein, qui va mobiliser à peu près 8 millions de mètres cubes de matériaux et en ce qui concerne le terrassement. Donc, ça génère bien sûr du transport, beaucoup de matériaux transportés, de terrassement ou de construction, et également du bruit, de la poussière pour le territoire environnant. D'autant plus que le chantier serait concomitant avec le fonctionnement de l'actuelle centrale du budget et également avec son chantier de grand carénage qui démarrerait d'ici quelques années, en tout cas dans les mêmes laps de temps si le projet des EPR2 voyait le jour. On mentionne également un risque de concurrence sur des métiers en tension entre les entreprises du territoire, c'est-à-dire que tous ces emplois à pourvoir, donc un afflux très très important de nouvelles personnes employées sur le site, eh bien, pourrait créer des tensions sur les recrutements pour d'autres entreprises à proximité qui auraient du mal à trouver la main-d'œuvre qui leur serait nécessaire. Ça, c'est pour la phase chantier. Ensuite, pour l'aménagement, plus globalement, l'aménagement du territoire, deux thèmes sont essentiellement évoqués. Tout d'abord, la mobilité, avec la saturation des axes routiers, donc qui sont déjà très, très encombrés, particulièrement le pont de Loyette. Donc, on évoque un nouveau projet de nouveau franchissement du Rhône, dont l'emplacement est encore à déterminer, ainsi qu'un nouvel échangeur d'autoroutes. Mais certains contributeurs posent également la question de la décarbonation des mobilités en appelant en fait des investissements plus importants sur le train, le tram ou les modes doux. Ça pourrait être une opportunité de décarbonation. Également concernant les logements,
L'afflux de nouveaux emplois va générer des besoins en logement qu'il va falloir structurer, mais également des besoins d'équipements et de services, que ce soit des infrastructures ou les services qui sont plus particulièrement mentionnés sont ceux relatifs à l'enfance, par exemple des crèches, des écoles, des centres de loisirs, ou à la santé ou des services publics en général, également des commerces. Donc, pour ce qui est des services et des équipements, la question de leur financement dans une démarche grand chantier là, qui pourrait être mise en place pour coordonner et accélérer ce projet s'il voyait le jour, ainsi que du soutien de l'État et d'EDF dans le financement des équipements. Tout ça dans le contexte particulier de la loi ZAN, donc pour l'insertion au mieux du projet dans le territoire. Donc nous arrivons, voilà, je crois, aux recommandations et aux questions que nous avons synthétisées à la fois dans une phase chantier et dans une phase exploitation. Donc des demandes de clarification sur les besoins en emploi, sur la façon dont les entreprises locales seraient intégrées, sur la façon dont le parc de logement serait adapté. Également des questions sur la politique de mobilité et sur les protections envisagées sur les activités touristiques, par exemple les hébergements touristiques, ou la prise en compte des appellations agricoles ou des besoins des entreprises du parc d'activité, du parc industriel de la Plaine de l'Ain à proximité, par exemple, et comme je l'ai dit, du financement d'EDF, de sa contribution dans ces chantiers et dans ces infrastructures. Ensuite, pour la période exploitation, donc c'est la page suivante. Des recommandations sur l'étude et le partage des retombées fiscales de façon équitable sur l'ensemble du territoire concerné par le projet, que ce soit l'Ain ou l'Isère par exemple, la mise en place d'études épidémiologiques sur la santé de la population et également des questions, comme ça a été déjà évoqué, sur les intégrations des retours d'expérience de Panly et Gravelines ou sur la prise en compte de la demande de l'extension de la zone du PPI. C'est-à-dire qu'au-delà des 20 kilomètres du plan de prévention et d'intervention, ben, les mesures prévues sont assez mal connues et certains contributeurs demandent une extension de cette zone du PPI. Voilà pour la partie territoire et on passerait maintenant au thème de l'eau et du Rhône. Voilà, et je vais passer la parole à Nicolas Leméoté. C'est à Oui, toi. bonsoir à tous. Alors la question de l'eau était vraiment une question centrale dans tout le débat et en particulier à tourner autour de la question des étiages du Rhône dans un contexte de dérèglement climatique avec une problématique autour du long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le débat a montré qu'on connaissait, on arrivait à estimer l'évolution des débits et de la capacité du Rhône à fournir les 10 mètres cubes secondes nécessaires au refroidissement de la centrale dans voilà, des délais qui sont relativement courts, moyen terme. On a des projections jusqu'à 2055, avec beaucoup d'incertitudes par contre aujourd'hui sur 2100. C'est-à-dire sur la durée de vie de l'ensemble de la centrale. Euh, Dans un contexte d'augmentation des sécheresses, avec beaucoup d'incertitudes sur la durée, sur l'intensité, donc finalement beaucoup de questions sur les évolutions du débit du Rhône et la capacité du fleuve à permettre le refroidissement de la centrale. Pour certains, voilà, il n'y avait pas forcément matière, le Rhône étant un fleuve puissant, un fleuve alimenté aujourd'hui par un grand bassin versant et des glaciers, donc la situation n'était pas forcément inquiétante. Pour d'autres, en revanche, avec l'image par exemple de la Loire, avec des étiages très très sévères, voilà, certaines personnes exprimaient des inquiétudes en fait sur le long terme, où certains scénarios parlaient de baisse de débit de près de 75%. Donc c'était vraiment pendant le débat donc un point central qui a été également lié en fait aux questions de gouvernance transfrontalière, puisque pour beaucoup, le débit du Rhône, donc là c'est la diapositive précédente, et puis on reviendra après sur la diapositive actuelle. Donc pour beaucoup, le débit du Rhône est contrôlé au niveau du lac Léman par les services industriels de Genève qui ont finalement, beaucoup de personnes parlaient du robinet, ont cette contrôle du robinet et des débits. Donc la question de la gouvernance transfrontalière
a été fortement relié à la question de l'évolution des débits sous l'influence du climat, avec un accord transfrontalier qui est en cours de finalisation, mais beaucoup d'incertitudes qui restent au niveau des clauses de revoyure de cette gouvernance, notamment sous l'évolution du climat et voilà, de l'assèchement des glaciers du bassin versant du Rhône. Alors, ces questions quantitatives de gestion sous l'effet du climat et de la gouvernance transfrontalière est liée, là on peut revenir à la diapo précédente, est liée du coup également au partage des usages de l'eau avec beaucoup d'inquiétudes qui ont été exprimées par notamment les activités agricoles et aussi particulièrement pour l'eau potable en lien avec les besoins en eau de la métropole de Lyon. Voilà, donc dans un contexte où le changement climatique va faire baisser la ressource, quid pour un certain nombre d'observateurs du partage de la ressource, notamment dans les moments de tension avec des périodes de sécheresse prolongées. Voilà, le tout en maintenant une qualité des milieux naturels qui risque à la fois de souffrir du fait de la baisse des étiages, mais également du fait des rejets de la station, de la centrale. Donc là, on peut passer à la diapo suivante. Avec voilà, beaucoup d'inquiétudes autour de la problématique des rejets thermiques. Donc on est là sur un projet d'EPR donc en circuit fermé, c'est-à-dire qu'il ne rejette euh, finalement le principe c'est d'avoir peu de prélèvements euh, et d'avoir des tours aéroréfrigérants pardon, qui permettent un refroidissement de l'eau prélevée avec un rejet de température minimum dans la rivière, mais se posait par contre la question du cumul de ces impacts avec les installations existantes dans un contexte plus large de pression liée notamment au rejet, au changement climatique. Voilà. Et ces inquiétudes s'ajoutaient également aux inquiétudes autour des rejets chimiques et radioactifs dans un contexte de baisse des étiages et donc de baisse de la capacité de dilution des pollutions du Rhône. Alors en termes de recommandations, euh, ce qui voilà, est recommandé au niveau à l'issue de ce débat par la CPDP, c'est de renforcer les mécanismes de partage de la ressource en eau, notamment au moment des tensions, et de communiquer au grand public le contenu des accords transfrontaliers une fois qu'ils auront été finalisés. Et de préciser, aujourd'hui, on a un flou en fait sur le dispositif de prélèvement et de rejet, donc c'est de préciser ces dispositifs et de préciser à quelle distance en fait ces rejets seraient considérés comme non significatifs dans le Rhône. En termes de communication du public, il a été important d'être vraiment très transparent sur ce qui concernait ces rejets, à la fois chimiques, radiologiques et thermiques, en phase chantier et en phase d'exploitation, et d'être clair sur les modalités de contrôle et sur les éventuels dispositifs dérogatoires qui sont envisagés. Donc cette question des dérogations était un point qui était assez central pour un certain nombre de participants. Et autre point donc, que je soulevais au début de mon intervention, donc, comment seront communiquées les études prospectives qui sont actuellement en cours et qui sont prévues pour 2026 sur les évolutions du débit du Rhône et comment seront faites leurs mises à jour au fur et à mesure de l'avancement des modélisations et de la vie de l'ouvrage. Merci Nicolas. Je vais passer la parole à Jean-Michel Tornari pour nous présenter les coûts et Sur la... financements. Merci, Président. Bonsoir à toutes et tous. Alors, sur la question des coûts et financements, je vous rappelle qu'il y avait une demande d'information actualisée de la part du public qui était pendante, non pas depuis le début du débat sur le budget, mais depuis le débat sur Panly, que cette demande d'actualisation avait été rappelée par la CNDP, comme l'a dit le président Papinutti il y a quelques minutes dans l'avis du 4 septembre 2024. Et c'est pour ça, et c'est pour cela que nous avions pris la précaution de caler
cette réunion sur les coûts et les modalités de financement en fin de débat public, ce qui nous a permis, au travers de discussions avec EDF et avec l'État, avec l'État, le délégué interministériel au nouveau nucléaire, d'avancer non pas sur le coût de chacun des programmes, mais sur le coût du programme global des trois premiers paires de PR et d'obtenir que EDF et l'État abandonnent le chiffre qui figurait encore dans les DMO et qui était de l'ordre d'une cinquantaine de milliards d'euros pour le programme, au profit d'une actualisation de ce coût overnight à fin 2023, qui était établi cette fois à 67,4 milliards d'euros. En même temps, Jean-Michel, précise, excuse-moi, EDF précise que c'est et overnight. l'État EDF et l'État se sont engagés à fournir une nouvelle actualisation, une nouvelle évaluation à la fin de l'année 2025. Et on fournit aussi, à l'occasion de cette réunion sur les coûts et le financement, le modèle de financement qui sera présenté à l'Union européenne pour obtenir son accord. Depuis lors, la presse s'est fait état d'un accord entre l'État et EDF, de manière à ce que ce modèle de financement puisse commencer d'être discuté avec l'Union européenne. À l'issue de ce débat, quelles sont les recommandations que nous avons faites? C'est deux recommandations et deux questions. Deux recommandations. La première, c'est que l'actualisation de ces coûts et du modèle de financement soit rendue publique dès lors qu'elle aura été fournie par EDF et auditée par les services de l'État. C'est aussi faire en sorte que les publics puissent disposer d'une comparaison des coûts du nucléaire, du coût des nucléaires notamment fournis par les EPR, pardon, avec les coûts des énergies renouvelables, et ceci dans un cadre qui serait garanti ou certifié, si on peut dire, par un organisme extérieur et indépendant à EDF. Voilà les deux recommandations. Les questions que nous posons en bout de course, c'est la première, c'est s'il existe une limite à ne pas dépasser pour l'État, à savoir si les coûts annoncé par EDF exploser, est-ce que l'État suivrait coûte que coûte? Et que se passerait-il, deuxième question, si l'Union européenne n'acceptait pas le modèle de financement tel que présenté par l'État français et EDF? Y a-t-il un plan B? Voilà le point sur les coûts et le financement. Merci beaucoup Jean-Michel. Et comme tu as employé ce mot compliqué d'overnight, je précise que vous trouverez les détails dans le compte-rendu, mais que le calcul est fait en séparant les coûts de financement, donc de prêt, hein, et les coûts du bâti lui-même, avec cette notion d'overnight, c'est-à-dire si le bâtiment est construit le lendemain. Merci. Je vais passer la parole à François Bénu pour évoquer la question de la sûreté. Merci David. Bonsoir à toutes et tous. Euh, donc la question de la sûreté a été évoquée notamment lors d'une réunion spécifique. Elle a permis de balayer un certain nombre de thèmes. La sûreté à la conception du réacteur, les questions de contrôle et notamment la capacité de les maintenir sur le temps long a suscité des interrogations. La question des déchets a été également posée sur la disponibilité de filières pour la production de nouveaux déchets dans le programme de relance. Et par ailleurs, ça a déjà été évoqué, les questions de gestion de crise et notamment les périmètres de protection. Donc toutes ces questions ont été assez largement débattues, ont fait l'objet de questions spécifiques, elles font encore l'objet de demandes de quelques compléments. Mais ce qui est quand même ressorti massivement, et c'est l'objet de ce transparence, c'est la crainte liée au risque externe et en particulier au risque conjoncturel, notamment les incertitudes à long terme sur le plan géopolitique. Et en fait, aujourd'hui, finalement, il y a un basculement de l'opinion qui a été marqué par les crises successives, qui fait que la crainte d'un accident grave ou d'un accident, l'image d'un accident catastrophique, on va dire, n'a pas complètement disparu, mais aujourd'hui, elle est clairement associée dans l'esprit, dans ce qu'a rapporté le public, elle est clairement associée au risque, aux menaces, en fait, terroristes, ou en cas de conflit, ça c'est revenu massivement, non seulement lors des réunions, mais aussi dans les débats mobiles, par exemple, dans les cahiers d'acteurs. Et donc, le public veut une information claire,
sur ces sujets. Alors, on peut comprendre qu'il y a, c'est un secteur, il y a certaines questions qui relèvent du secret défense. Pour autant, il y a certainement des progrès à faire dans l'information des publics sur ce sujet qui attend des informations sur finalement la manière de protéger la centrale contre ces nouvelles menaces. Voilà. Et en termes de recommandations, je viens de le dire, informer sur les risques d'origine malveillante. Les questions de risque et de prévention, c'est lié. La capacité de stockage, je l'ai évoqué. Et puis, il y a effectivement un certain nombre de questions spécifiques, notamment sur la proximité c'est une zone finalement très active et très industrielle, donc les risques liés à l'environnement industriel, par exemple les sites Céveso ou l'aéroport. Et on l'a dit, les capacités d'entreposage et de stockage des déchets qui sont questionnées. Voilà, en très résumé, les remarques sur les questions de sûreté. Merci beaucoup François et merci toute l'équipe du débat. Donc on en a fini pour cette présentation de quelques recommandations, questions et thématiques qui sont présentes dans le compte rendu. On va passer la parole à la maîtrise d'ouvrage avant d'entamer un temps d'échange. Et effectivement, il faut le souligner, on est en avance sur notre déroulement. Ce n'est pas si souvent. Je vais passer la parole à Pierre-Franck Thomé-Jasso, donc, qui s'est occupé du débat, qui s'occupe encore du débat public pour EDF. J'espère qu'on vous retrouve. Bonjour, Bonjour, c'est à vous. Juste une petite merci. seconde, peut-être proposer qu'on voit Monsieur Toméjasso et non pas la page de PowerPoint qui n'est pas très intéressante. Bonjour Monsieur Chevalier, bonjour à tous. Je vous remercie de me donner la parole, effectivement, pour quelques mots. Vous l'avez dit, il y a presque 6 mois, on s'est retrouvé au cœur de l'hiver à Bourg-en-Bresse pour notre première réunion du débat. Depuis, et sous la direction de la CPDP, on a échangé autour de très nombreux sujets. Vous en avez brossé quelques-uns et finalement, vous avez retenu les thématiques, les 4 thématiques principales, enfin, ou 5, on va dire. Il y avait l'opportunité, mais il y a également le territoire, l'eau, les coûts et la sûreté. Et, euh, pour nous, c'est important de découvrir vos conclusions ce soir. Et à EDF, on a également comment dire, analysé les prises de position des différents acteurs et des contributions du débat. Et ma première réaction en vous écoutant, c'est de constater que finalement, nous partageons la même analyse sur les principales thématiques de ce débat qui nous aura tenu pendant 3 mois et demi en haleine. Avec un mot quand même pour également saluer une très forte mobilisation. Ça a été évoqué lorsque vous avez donné les chiffres, Madame Pinel, une très forte mobilisation, y compris par exemple sur les cahiers d'acteurs, avec près d'une centaine de cahiers d'acteurs, avec des salles qui ont toujours été, bien remplies. Et c'est sans doute la preuve d'un public qui a beaucoup d'attentes et qui a beaucoup d'intérêt pour ce sujet. Donc sur les thématiques que vous avez abordées, il y a d'abord le territoire. Et vous savez que pour un maître d'ouvrage, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Tout simplement parce qu'un projet EPR2, c'est aussi un projet de territoire. Et la mobilisation des parties prenantes, l'expression claire dans le cadre du débat des attentes qui sont liées à ce projet, sont autant de précisions qui viennent confirmer que l'ensemble des acteurs, quelle que soit leur position sur le sujet, se saisissent de ce projet pour réfléchir à l'avenir de ce territoire. Vous nous faites vous nous posez un certain nombre de questions, vous nous faites des recommandations. Et évidemment, sur ce sujet, on s'appliquera à répondre à l'ensemble d'entre elles. Monsieur Le Méoté, vous avez évoqué la thématique de l'eau. Et si vous me permettez là une touche peut-être plus personnelle, je voudrais dire que c'est un des sujets qui m'a le plus marqué
parce qu'il a fait l'objet de prises de position de très nombreuses, et vous l'avez dit. Et je crois pouvoir dire que ces prises de position relèvent d'un grand sens des responsabilités partagé par tous. Et on a eu l'occasion de le dire à l'occasion de la réunion du 8 avril dernier. C'est une des premières préoccupations d'EDF. Et donc la capacité qu'ont tous les acteurs à s'assurer que ce projet EPR2 à proximité de budget soit pérenne et compatible avec les enjeux du changement climatique, eh bien, c'est le signe d'un engagement partagé. Et j'ai également, vous l'avez un peu dit, Monsieur le Méoté, mais j'ai également été admiratif de la qualité des données et des informations qui ont été partagées. À ce titre, la mobilisation de l'expertise scientifique a été remarquable et nous a permis d'avancer en qualité d'information. Alors, la question suivante, celle des coûts, Monsieur Tornary, Monsieur Chevalier, vous l'avez redit, ça a fait l'objet de nombreuses questions, d'attentes pendant le débat de plusieurs acteurs. Et le coût et le financement du programme et du projet à proximité de budget est une préoccupation majeure d'EDF. Euh, Vous pouvez en avoir la certitude. Nombreux sont les experts qui sont penchés sur ce sujet et vous l'avez évoqué, Monsieur Tornary, on a des avancées qui ont d'ores et déjà été annoncées et je peux vous dire que nous serons au rendez-vous de la fin de l'année et nous apporterons des éléments d'information dès qu'elles seront disponibles. Enfin, la sûreté. Vous le savez, la sûreté, c'est un mot qui est important pour EDF parce que la sûreté nucléaire, c'est la première priorité. C'est la première priorité, c'est la priorité absolue d'EDF qui est un exploitant nucléaire responsable. Et il est responsable quel que soit le territoire, qu'il soit densément peuplé ou qu'il le soit moins, notre priorité reste la sûreté nucléaire. Au travers des questions que vous avez apportées, des demandes de clarification que vous évoquez, je note qu'il y a un besoin d'information qui est accru et ce besoin, il est inhérent à tout projet nucléaire et nous continuerons à apporter des précisions, y compris dans les instances qui existent d'ores et déjà autour des sites de production d'électricité, comme par exemple les commissions locales d'information. Voilà, maintenant que nous connaissons vos conclusions, EDF va s'atteler à y répondre en veillant à apporter le plus d'éléments d'approfondissement possible. Nous allons également préparer notre décision de poursuivre ou non ce projet. Et si tel est le cas, EDF va évaluer les modifications à apporter à son projet grâce aux enseignements de ce débat et proposer, le cas échéant, de mettre en place les conditions de sa réussite au service de ce territoire. Alors pour éclairer ce que je viens de dire, je vais vous donner deux exemples du retour d'expérience que nous avons des précédents projets. Vous le savez, un projet EPR2 à Panly et un second à Gravelines. Et donc à Gravelines, à la suite de la plénière de la CNDP qui s'est tenue le 2 juillet, à l'occasion de laquelle des garants de concertation continue ont été nommés, puisque EDF a fait le choix de poursuivre le projet de Gravelines, eh bien, les premiers contacts ont été pris avec ces garants en vue de commencer cette concertation continue après la pause estivale. Donc vous voyez que dès que, dès que la commission nomme des garants, eh bien, on commence à se mettre au travail pour comment dire, mettre en œuvre cette concertation continue. Et puis à Panly, outre la concertation continue qui est mise au service de l'information du public, EDF a également demandé le lancement d'une procédure grand chantier qui permet de mobiliser les acteurs économiques et institutionnels au service du projet et du territoire. Et cette modalité sera également instruite en cas de décision positive sur le projet à proximité de budget. Voilà ce que je pouvais vous dire en réaction immédiate à vos conclusions. Et de toute façon, EDF va travailler à sa décision que nous rendrons publique le 15 octobre, comme nous l'impose le Code de l'environnement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Monsieur Tomé Jasso. Je vais passer la parole maintenant à François Chaumont de RTE pour faire ce même exercice de retour, comme vous le dites, à chaud sur le compte rendu.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonsoir plutôt. Bonsoir, Monsieur Chevalier. Donc voilà, je rappelle que RTE a participé donc en tant que co-saisisseur de la CNDP sur ce projet au titre du raccordement électrique d'un projet de grande ampleur. C'est une procédure que l'on fait également pour d'autres grands projets. On l'a fait sur des projets de la région du type Ronergia pour la CNR ou le projet de mine de lithium pour Imerys dans l'Allier. Donc, sur ce volet spécifique du raccordement électrique, donc, je remercie donc, la CPDP pour les éléments qui ont été remontés dans la restitution du débat public et dont nous avons pris connaissance ce jour sur le site débat public. Donc, de manière globale, même s'il y a finalement moins de questions qui concernent spécifiquement le raccordement électrique de ce projet de grande ampleur, on voit que le sujet donc des études prospectives de RTE auprès du grand public a montré un grand intérêt pour le grand public. Donc, effectivement, il s'agit pour RTE d'une mission légale d'éclairer dans ses rapports prospectifs les décisions publiques. Et donc, voilà, je peux continuer à dire que RTE mettra à jour régulièrement ses rapports prospectifs, en particulier le rapport Futur énergétique 2050 qui est sorti en 2021. Et donc, c'est un rapport qui fera l'objet de mise à jour régulière en prenant en compte donc à chaque fois une mise à jour des scénarios, des hypothèses de construction, de leurs conséquences sur l'ensemble des plans techniques, environnementaux, économiques et sociétaux. Et donc, RTE doit s'engager dans ses rapports à rester neutre et factuel, mais en laissant aux parties prenantes concernées la responsabilité des choix, en cohérence avec les objectifs politiques en vigueur et les cadres légaux, que ce soit au niveau français, stratégie française énergie-climat, stratégie nationale bas carbone, loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, ou engagement européen comme le Fit for 55. Voilà, et de manière plus globale pour la suite, donc si la décision de ce projet était décidée, RTE donc s'inscrira dans le processus de concertation continue encadré par les garants de la CPDP. Et voilà, et concernant spécifiquement le volet raccordement électrique, conformément au code de l'énergie, RTE mettra en œuvre donc toujours si ce projet est décidé, une concertation permettant d'associer les représentants des territoires concernés, élus, associations, organisations professionnelles et les services de l'État aussi, pour définir les caractéristiques et la localisation des mesures d'insertion environnementale, d'accompagnement de ces projets de raccordement au niveau du réseau. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Monsieur Chaumont. Avant qu'on passe au temps d'échange, vous l'avez évoqué, Monsieur Tomé Jasso, la concertation continue, elle a des étapes. Vous avez évoqué la réponse du 15 octobre. Je propose qu'on remette le diaporama pour présenter justement ces prochaines étapes. Donc aujourd'hui, 15 juillet, on est sur la publication du compte-rendu du débat et du bilan du président de la CNDP. Encore une fois, que vous trouvez sur le site internet du débat public. Au 15 octobre, c'est la date limite de publication de la réponse des porteurs de projet, donc en l'occurrence EDF et RTE qu'on vient d'entendre. Donc date limite, ça peut arriver avant, mais ça ne peut pas arriver après. Au 15 novembre, donc un mois plus tard, la CNDP va produire un avis sur la prise en compte des enseignements du débat dans la réponse des maîtres d'ouvrage. Voilà, que pense la CNDP de la réponse que feront EDF et RTE? Et en fonction, si la maîtrise d'ouvrage décide de poursuivre le projet, dans ce cas, s'engage une phase de concertation continue. On peut passer à la diapo suivante puisque voilà, on vous
présente quelques recommandations que l'équipe du débat a pu faire si justement on entrait dans cette hypothèse d'une concertation continue. Tout d'abord, de bien relier les concertations continues qui, à un moment donné, se dérouleront au même moment entre celles de Panly, de Gravelines et de Bugey. Donc, c'est une recommandation qu'on s'applique à nous-mêmes. Ensuite, il va y avoir des débats publics ou des concertations préalables qui vont concerner l'énergie nucléaire. Marc Papinutti a évoqué tout à l'heure le plan national de gestion des matières dangereuses radioactives qui devrait démarrer sur l'automne. Donc, de bien penser la concertation sur ces débats publics-là. Ça a été évoqué aussi, c'est d'utiliser les commissions locales d'information qui sont des organismes existants qui concernent les CNPE actuels, mais qui peuvent s'ouvrir sur les projets de PR2. De bien rendre visibles les informations produites par la Cour des comptes, donc sur la question des coûts et du financement, de bien avoir une publication des coûts estimés à fin 2025, donc la nouvelle actualisation qui interviendra en fin d'année. De bien indiquer les bénéfices attendus de l'effet de série de construction des EPR2 ainsi que leurs limites. Et puis que s'il y a concertation continue, le rayon des 100 km qui avait été retenu pour le débat public soit celui qui est pris en compte parce il a toute sa pertinence et qui permet aussi d'impliquer le territoire suisse. Voilà pour ce qui concerne les recommandations en cas de concertation continue. On va maintenant ouvrir le temps d'échange avec vous, qui êtes encore nombreux à nous suivre. Donc, comme on l'a précisé en début de réunion, vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat, mais vous pouvez aussi le faire à l'oral en levant la main et je vais demander à Lucie de me rejoindre virtuellement pour animer ce temps d'échange. Denis et Léo sont à la gestion sur le chat, donc vous nous faites remonter les questions qui viennent du chat. Alors, est-ce que déjà on a une première main levée ou une première question du chat? Oui, Alban, allez-y. Alban, si vous voulez prendre la parole, du coup, vous avez levé la main, vous êtes le premier. Micro? Peut-être que du coup, Micro, je sur pense. le chat. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. C'est bon? Voilà, je voulais savoir si il était prévu, vu que l'État a abandonné dans le cadre de Renergia le barrage sur le Rhône pour créer une réserve d'eau, s'il était prévu qu'on fasse à nouveau un projet de barrage sur pour garantir le refroidissement des EPR. Alors là, vous êtes sur une question sur les caractéristiques du projet. Comme on vous l'a indiqué, le débat public est terminé et nous, là, on ouvre un temps de questions et de réponses qui concerne ce qu'on vous a présenté sur les thématiques opportunités, sûreté, coût, territoire. Donc, on peut répondre à ces questions-là. Par contre, on reste effectivement on reste sur ces questions de fin de débat. Voilà. D'accord. N'hésitez pas du coup à lever la main en bas, la barre du bas et la baisser quand vous avez pu poser la question. On a Patrick, du coup, Monet, si vous voulez bien prendre la parole, allez-y, hein. Bonjour, Patrick Monet de Renaissance Nucléaire. Euh, donc, on a vécu en même temps que le débat public la mise en route en septembre de Flamanville 3, qui n'a produit aucune électricité entre le 4 septembre 2024 et le 13 janvier 2025, qui a produit un petit peu d'électricité pendant quelques mois en intermittence,
et qui maintenant est arrêté depuis le 19 juin, jusque sûrement début août. C'est un exemple qui ne nous encourage pas à continuer dans le nucléaire. Comment ça se fait qu'un réacteur qui a déjà 13 ans de retard ne marche pas au bout de 10 mois et demi, quoi? Question. Merci. Alors, on va encore une fois pas répondre. Est-ce que vous avez une question qui concerne les recommandations, la suite du débat public, l'entrée en Alors, sur concertation l'eau, continue on éventuellement? n'a aucun détail d'études prospectives sur 60 ans, hein. Pour le moment, vous en avez parlé, mais la plupart des dossiers disent que en 2100, les glaciers qui génèrent le Rhône en Suisse n'auront plus de glace, quoi. Donc, il y aura beaucoup moins d'eau. Donc ça, on ne nous en parle pas. Alors, peut-être, Monsieur Tomé Jasso, si vous voulez préciser le calendrier de livraison, notamment de cette étude sur les débits du Rhône à 2100. Oui. Alors, l'étude, les études qui ont été comment dire, commandées qui ont été commandées par l'État, qui aujourd'hui prévoit des études sur l'ensemble des bassins versants, et donc y compris du Rhône, qui sont effectivement attendues pour l'année prochaine. Mais par ailleurs, et on a pu le voir lors de la réunion du 8 avril dernier, il y a également des études qui sont menées par EDF et qui seront également mises à disposition du public lorsque elles seront connues. Très bien. J'en profite pour préciser que parmi les recommandations, nous, on porte une attention aussi à ce que les ressources qui ont été mobilisées dans le cadre du débat public puissent encore être disponibles et bien visibles dans le cadre de l'éventuelle concertation continue, c'est-à-dire de faire en sorte que cet espace-là soit de documentation soit encore accessible. Et j'en profite aussi pour répondre, oui, sur la question de la retenue d'eau du barrage, que oui, c'est une question intéressante, mais le débat est arrêté. Et dans le cadre d'une éventuelle concertation continue, c'est effectivement une des questions qui pourra être posée dès le démarrage de cette concertation continue. Denis, est-ce qu'on a des questions du côté du chat? Il y a eu une première question sur les alternatives. Un participant qui cherchait où était présenté, donc on lui a répondu de quelle page vous pouvez le trouver dans le compte-rendu, c'est entre les pages 49 et 51, s'il y a d'autres personnes qui se posent la même question. Et il y a une autre question qui dit quelles sont les particularités de ce débat public par rapport aux autres débats sur les deux premiers projets, Panly et Gravelines. Alors, tu en as parlé, David, en début de ton intervention. Est-ce que tu peux réapprofondir le Alors, sujet ou revenir dessus? ouais, merci Denis. Sur les thématiques, comme on l'a indiqué dans la présentation de l'équipe du débat, c'est clairement la caractéristique d'un projet en bord de rivière, contrairement à deux autres qui étaient sur un bord de mer, qui est vraiment une particularité de ce projet. Enfin de ce débat public, pardon. L'autre particularité du débat, c'est que, comme vous l'a dit Jean-Michel Tornari tout à l'heure, on a eu enfin une actualisation des coûts, ce qui n'était pas arrivé sur les deux premiers débats. Et ensuite, on a eu des modalités assez similaires avec les deux premiers débats publics au regard des réunions publiques. Mais voilà, on a tenté aussi d'autres choses sur ce dernier débat, notamment par le fait que étant le troisième débat, il y a une partie des acteurs, en tous les cas, pas forcément du public, mais des acteurs qui voilà, connaissaient déjà un peu les caractéristiques du projet, etc. Et ça nous permettait d'aller un peu plus loin. Je vois que Marc Papinuti veut compléter. Vas-y. Oui, je voudrais juste rajouter un mot. Les territoires étaient aussi très différents. Si on prend l'exemple de Gravelines, on était sur un territoire industriel où on a eu de nombreuses concertations industrielles. Le territoire de Panly était différent aussi. Donc, les débats publics, c'est aussi un débat de territoire par rapport aux ambitions du territoire et aux riverains et aux gens qui y habitent. Voilà, je voudrais dire que les réactions étaient un petit peu différentes sur ces points-là. Tout à fait. Oui, de nouveau Alban.
Oui, je voulais poser la question justement par rapport au débat public qui vient de se terminer sur le barrage Renergia qui a été abandonné. Beaucoup d'éléments d'appréciation dans la décision tenaient compte du fait que c'était les derniers 25 kilomètres naturels du Rhône en France. Et donc là, on se retrouve avec un projet qui fait 3600 mégawatts, donc 4 fois la centrale nucléaire actuelle, au même endroit que le barrage Renergia. Et en fait, on a engagé, suite à l'arrêt du projet Renergia, le projet de créer un espace naturel protégé, en plus de l'espace Natura 2000 qui est à proximité immédiate du projet. Euh, dans quelle mesure ce projet de créer un espace naturel et le projet de la centrale vont pouvoir être harmonisés avec tous les projets notamment de traverser le Rhône, d'aller pomper en face sur la rive gauche. Euh, Est-ce qu'on n'est pas en train je veux dire, est-ce que les décisions que l'État a prises en abandonnant Renergia ne seront pas bafouées en faisant la nouvelle centrale nucléaire? Ok, d'accord. Est-ce que par rapport aux décisions qui ont été prises suite à l'abandon du projet Renergia, le projet de PR2 vient pas les bousculer, les contraindre ou les empêcher? On peut peut-être laisser la parole à monsieur Tomé Jasso, soit je sais que monsieur Gravier est là dans l'assistance. Donc, monsieur Gravier, qui est le Bon, oui. coordinateur pour l'état du projet EPR2. Bonjour à tous, peut-être dire un mot. Euh, donc simplement, le projet Renergia a été abandonné effectivement l'année dernière. Le principal motif étant l'impact sur la capacité à réaliser le projet EPR2. Il y avait également des enjeux environnementaux. Les deux projets n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques et les mêmes incidences sur le lit du Rhône. Et simplement rappeler que le projet EPR2, si EDF et RTE décident de le poursuivre, fera l'objet de toute façon d'une autorisation environnementale avec une étude d'impact sur l'environnement précise, notamment sur le volet eau et milieu, et donc qui permettra d'apporter les réponses à toutes les questions précises sous le couvert de Pierre-Franck Toméjasso, aux incidences sur le Rhône, considéré aussi comme un milieu et pas simplement comme une ressource en eau pour refroidir la centrale. D'accord. Merci pour votre réponse. On a deux questions après. Il y a Raphaël Levet. Je ne sais pas si on prend et après on fera un retour au chat. Ça te va, David? Très bien. Donc Raphaël, je ne sais pas si... Ouais. Oui, bonjour, donc Raphaël Levé, membre des Voix du nucléaire. Donc, comme vous le savez, notre association voilà, met beaucoup le point sur de rétablir un peu les vérités autour du nucléaire et de vulgariser un peu l'information là-dessus. Donc, on note que sur ce débat, la CPDP a mis en avant justement des améliorations sur ce point-là, avec notamment l'expertise technique et scientifique reconnue qui a été mise en place notamment avec le comité de la donnée. Donc ça, on le reconnaît. Et puis on a des exemples notamment où effectivement il y a eu des risques de désinformation lors du débat et qui ont permis d'être rétablis avec notamment les 600 000 victimes de Tchernobyl, où effectivement c'était de la désinformation et vous avez su mettre le point là-dessus. Et puis notamment aussi avec le cycle l'analyse du cycle de vie avancée par le maître d'ouvrage qui a été avancé comme étant effectivement bien le cas. Voilà, donc là-dessus, on voulait vous faire un retour plutôt positif et on voulait savoir effectivement sur les prochains débats, qu'est-ce qui allait être mis en place aussi dans de nouveau dans cette dynamique-là. Puisqu'on a fait le retour notamment sur l'IA où malheureusement il y a eu quelques problèmes. Donc, est-ce qu'il va y avoir le retour de l'IA avec quelques améliorations ou des choses comme ça? Voilà. Merci.
Ok. Mais merci de votre intervention. Oui, c'est vrai on se cherche aussi encore hein, sur ces débats. C'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné sur le comité de la donnée. Je pense que c'est aussi le fait qu'on était sur le troisième débat public sur le même modèle de projet PR2 qui a fait aussi que, voilà, chemin faisant, les choses étaient mieux connues et que ça a avancé. Donc, on a pu bénéficier de ça aussi. Et c'est pas, voilà, on est content de notre modalité du comité de la donnée, mais je pense qu'il y a aussi un contexte. Et effectivement, merci de votre alerte sur l'IA qu'on a arrêté parce qu'effectivement, elle ne donnait pas toute satisfaction. Sur la suite, l'avenir de l'IA dans les débats publics, je laisse Marc Papinutti nous dire un mot s'il le souhaite. Bah, très clairement, là aussi, il faut qu'on. Cette expérimentation, on l'a arrêtée. Et l'intérêt de cette expérimentation, c'est d'avancer sur des nouvelles méthodes. Il y a d'autres IA, il y a d'autres bases de données qu'il faut constituer. On a aussi quand même, dans ce débat, je trouve, utilisé très très bien la Convention citoyenne, plus que dans d'autres, qui, toute la toute la durée du débat, à poser des questions, à interroger. Et là, il y a un intérêt puisqu'on est dans la logique où on peut permettre d'exprimer aux gens des questions plutôt simples, mais qui ne sont pas posées souvent en réunion publique. Et puis, je mettrai un troisième point, c'était l'expérience de la réunion finale où chacun a pu échanger selon des méthodes innovantes. Qui, quand on regarde les réunions qu'on a pu avoir parfois, il y a encore peu de temps, avec une estrade, des tables ou des fauteuils avec des paroles qui sont que dans un sens, on a une grande force de ces méthodes. Là, je remercie toute l'équipe de les avoir toutes testées ou presque. On en a encore à tester, mais voilà. Par contre, il faut accepter que certaines ne marchent pas. Ça a été le cas de l'IA. Ou alors, bah, il faut qu'on approfondisse nous aussi notre usage de l'IA. Mais on apprend tous ensemble. Merci. Alors, est-ce que du côté du chat, Denis, tu as des questions à nous faire remonter? Oui, j'ai deux questions à faire remonter à ce stade, mais il y en aura sans doute d'autres après. Un des participants trouve qu'on a peu entendu parler de biodiversité. Et du coup, il pose la question, est-ce que c'est un sujet secondaire? Donc ça, c'est une question pour la commission particulière, je pense. Peut-être que enfin, Nicolas, peut-être, si tu veux répondre sur le sujet, parce que c'est toi qui as suivi ce sujet-là particulièrement au sein de la commission. Euh, Oui, alors c'est vrai que dans la restitution, là, on a dû faire un choix cornélien et réduire le message en fait aux questions, aux quelques questions qui étaient ressorties de façon très forte, mais le bilan n'oublie pas en fait l'aspect biodiversité. Euh, voilà, sachant qu'on est sur un aménagement qui a un gros impact, on parle aussi beaucoup de la loi ZAN, qui alors, concerne aussi les terres agricoles, mais est aussi concerné par ces enjeux de biodiversité. Donc, non, à jouer de la louche, j'ai envie de lui dire qu'il soit rassuré, le débat, en tout cas, le compte-rendu pose les éléments du débat qui ont été amenés au sujet de la biodiversité pendant ces mois d'échange. Et puis, une deuxième question sur le chat, question plus technique sur le compte-rendu. Est-ce que les questions-réponses sur la plateforme participative ont été prises en compte dans le compte-rendu du débat? Oui, absolument. Oui, oui, c'est même un des grands matériaux du débat. Le compte-rendu, il s'est nourri de l'ensemble de ce qui s'est dit dans le cadre du débat. Donc, les réunions de compte-rendu, les avis exprimés sur la plateforme participative, mais aussi les débats mobiles ou les ateliers qu'on pu se faire dans les lycées voilà, qui sont moins visibles, hein, mais qui ont bien sûr nourri le compte-rendu. Et puis, on va redonner la parole à des personnes qui sont donc connectées, et qui ont levé la main. Et si ça, on acte que du coup, Alban Patrick, j'ai bien vu votre main levée. On va les garder pour après. On va laisser la parole à Virginie Neumayer d'abord. Et
on va prendre des personnes qui ne se sont pas encore exprimées. On reviendra après, si ça vous va. Merci. Oui, bonsoir Virginie Nemaillard pour la CGT. Donc, on a bien noté que vous aviez posé auprès d'EDF le besoin de planifier les infrastructures nouvelles, logement et mobilité en particulier. Nous, on avait aussi beaucoup d'interrogations autour des besoins de développement en service public. On pense notamment à celui de la santé, mais aussi au besoin d'avoir des autorités de contrôle sur C'est le dur de revenir là, hein. et, et concernant les GPEC, c'est-à-dire les prévisions d'emploi et de compétences, il y a un sujet voilà, qui nous tient aussi à cœur. Vous imaginez bien, c'est aussi l'avenir. On aimerait bien qu'elles soient quantifiées au plus tôt et aussi structurées par familles socio-professionnelles et voir si c'est un enjeu territorial, on va dire, très localisé, ou si ça concerne toute la région Rhône-Alpes. Je vous remercie si vous pouviez le préciser. Alors, excusez-moi, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu votre question? J'ai peur de l'avoir pas bien saisie. Alors, il y avait deux sujets. Un sur Mhm. les planifications sur les besoins, hein. Il n'y a que aujourd'hui ce qui est retenu, c'est les infrastructures. Mobilité locale Mhm. sont revenus avec force, mais par exemple la question de la planification des besoins pour la santé, par exemple créer de nouvelles maisons de santé, Mhm. médecins, infirmiers, médecine du travail, je ne vais pas toutes les citer, mais c'est un Oui, sujet. très bien. Voilà. Mhm. Et le deuxième aspect, c'est sur les prévisions d'emploi et les besoins aussi en prévision d'emploi et de compétences. C'est un sujet qui est posé aujourd'hui à tous les acteurs économiques, mais sur quelle échelle de temps et comment on peut le regrouper en famille socio-professionnelle, mais aussi quelle répartition, on va dire, géographique, si ça concerne le bassin d'emploi autour de budget ou si ça concerne toute la région, parce que c'est aussi un lien avec les mobilités. Très bien. Ça va être Ok, beaucoup merci. après. Voilà, merci. Merci. Oui, sur la question de la planification des besoins, il y a des choses qui existent, qui sont des groupes de travail qui sont pilotés par la préfecture de région. Monsieur Gravier pourra peut-être en redire un mot. Et nous, nos recommandations, elles portent plus sur des choses qui ont été entendues dans le cadre du débat autour d'acteurs qui voudraient être impliqués, que ce soit des typologies d'acteurs comme les associations qui réclament d'y entrer ou de l'élargissement sur des territoires, puisqu'on est à la limite de 3 départements et que ben, c'est difficile de savoir quel est le bon territoire. Donc, nos recommandations portent plutôt là-dessus. Et sur la prévision d'emploi, ben, je ne sais pas, Véronique, si tu veux préciser des choses par rapport à ta présentation. Oui, il y avait effectivement beaucoup de choses dans le bilan, dans ce qu'on a écrit sur la gestion prévisionnelle des emplois, comme vous le signalez, Madame, pour permettre en fait d'anticiper les besoins par type de filière et pour permettre à la fois à tous les organismes, à l'éducation nationale et aux organismes de formation de s'ajuster et à la filière de se préparer en fait. Donc on n'a pas tout détaillé, mais peut-être que Monsieur Gravier peut revenir effectivement sur un certain nombre de ces questions. Ça a été effectivement abordé de façon assez profonde dans la réunion de Bourgoin-Jallieu, ainsi que également les sujets de sous-traitance et également les compétences des sous-traitants. Je serai très court, hein. Effectivement, les groupes de travail ne portent pas que sur les questions d'aménagement, logement, mobilité, hein, qui ont été fortement exprimées, mais portent également sur les enjeux d'emploi, de compétences, de formation. Je ne vais pas forcément développer toutes les analyses qui sont en cours et surtout, je ne veux pas préempter les éventuels éléments de décision que EDF pourrait préparer, simplement signaler que des dispositifs de type cellule emploi-formation, notamment avec France Travail, hein, sans citer tous les acteurs, sont en place à Panly et sont en cours de préfiguration à Gravelines et peuvent nous inspirer pour budget en cas de décision de poursuivre. Et puis sur la santé, un mot très rapide. La question spécifique de la médecine du travail pour les salariés du chantier, hein, sera
évidemment traitées. Et là, elles appellent plus encore la responsabilité, hein, du maître d'ouvrage. Et sur les enjeux de santé sur le territoire d'influence, qu'il soit à 30 minutes ou 1 heure, le portrait de territoire a bien mis en exergue la relative fragilité de ce territoire, notamment sur les soins de premier recours. Et euh, ces sujets seront bien sûr continueront d'être traités en cas de décision de poursuivre dans la logique des enjeux d'équipement et de services publics plus larges, hein, qui trouveront à se développer sur le territoire. Et là, évidemment, hein, ça dépasse très largement la seule question de l'accueil de salariés en déplacement, mais elles sont plus profondément ancrées dans cette problématique d'attractivité et de maintien des médecins, notamment, entre autres professions libérales de la santé, dans ces territoires périurbains ou semi-ruraux. Merci, Monsieur Gravier. Du coup, il y a une question de Monsieur CH Gare. Je ne sais pas, vous vous êtes nommé comme ça sur le chat. Je suis Oui, désolée de ne pas. effectivement. Oui, merci. Oui, je voudrais revenir sur la thématique des mobilités qui ont été abordées en début de cette restitution. Il a été par exemple mentionné la saturation potentielle du pont de Loyette, un éventuel échangeur, enfin, ou une réflexion potentielle sur l'échangeur de l'autoroute. Et j'ai pas, il me semble pas avoir vu dans vos recommandations ou dans les questions ce sujet-là, cette thématique-là. Est-ce que j'ai loupé quelque chose ou est-ce que c'est quelque chose qui est hors débat, qui n'a pas été retenu? Tout ce qui est l'aspect mobilité, en particulier dans la phase de chantier, qui va générer certainement beaucoup d'usages sur les... Bien sûr, on vous renvoie vers la lecture du compte-rendu, puisque comme on l'a déjà dit, c'est difficile de résumer 96 pages de documents sur une réunion, donc vous le trouverez effectivement dans le compte-rendu. Véronique, est-ce que tu veux ajouter des éléments sur ces questions de mobilité, notamment sur la phase chantier? Non, mais je pense que l'idée, c'est que la procédure grand chantier qui serait mise en place pourrait effectivement structurer, coordonner, accélérer tous ces chantiers. En fait, il y a tellement de choses à prévoir si le projet devait continuer. On n'a pas pu détailler l'ensemble des recommandations projet par projet, mais effectivement, il y a nécessité d'avoir cette procédure grand chantier pour accélérer et coordonner tout ça, y compris les infrastructures structurantes de mobilité. Je vous remercie. Juste une remarque pour éviter des questions dont les réponses figurent déjà la restitution, enfin dans le rapport détaillé. Peut-être qu'il serait bien de pouvoir communiquer le rapport détaillé aux participants avant l'organisation de la restitution, de la visioconférence. Ça vous éviterait peut-être d'avoir des questions dont les réponses figurent déjà dans le rapport détaillé. Oui, Je vous remercie. c'est ce qui est fait, hein, puisque le compte-rendu est disponible depuis 14 heures. Malheureusement, on a des contraintes, on doit faire cette réunion ce jour-là et publier le document dans le même temps. Donc, effectivement, c'est plutôt une réunion qui permet d'ouvrir le document et de vous permettre de le découvrir. Mais ça, ouais, ça paraît difficile, sauf pour les personnes qui ont 4 heures de temps de lecture, de pouvoir faire ce travail. Merci. Merci à vous. On va peut-être prendre les toutes dernières questions, Lucie. Il y a Denis qui a levé la main pour, j'imagine, quelques contributions, questions du chat. Il nous reste quelques minutes, donc à vous. Oui, c'est plutôt une contribution qu'une question. Il y a un participant qui pense que la recommandation, il y a l'information sur les risques d'origine malveillante ou en cas de conflit. Il dit cette recommandation paraît inapplicable. Et il pose la question, comment peut-on raisonnablement mettre des actions concrètes sur cette recommandation? Est-ce que François, toi qui as travaillé sur le sujet, tu aurais des éléments à apporter? Il y a, bon, d'abord, c'est une demande du public. Donc, voilà. La deuxième chose, c'est pas parce que un certain nombre de sujets relèvent du secret défense qu'on ne peut pas informer quand même le public. Il y a quand même un champ, y compris sur ces questions, qui peut faire partie de l'information du public.
Notamment, si on ne détaille pas toutes les menaces, au moins sur quel type de menaces les centrales sont protégées, sur bien sûr, il y a un certain nombre de détails qui ne peuvent pas être donnés, mais sur des réponses de principe, est-ce que la question déjà est prise en charge et par qui et comment, et sur le principe comment, c'est des questions qui peuvent relever de l'information du public. Et je donne un exemple. Aujourd'hui, si on parle des conflits armés, c'est une question qui nous rattrape aujourd'hui. Aujourd'hui, elle n'a pas été traitée dans le champ normal des risques liés. Alors, ça dépasse le nucléaire, bien évidemment. Mais voilà, ça rentre dans le champ du débat. Et aujourd'hui, c'est une question publique, hein. Comme on se défend contre les menaces, c'est bien une question publique. Donc, c'est pas parce qu'il y a des choses qui relèvent du secret qu'on ne peut rien dire. Et peut-être qu'on peut poser la question à Monsieur Tomé Jasso. Est-ce que vous pensez que c'est une réponse impossible à faire sur cette question? Euh, alors déjà, il me semble que l'exercice d'aujourd'hui, c'est de prendre connaissance de vos recommandations. Donc, il me semble délicat de pouvoir apporter tous les éléments de réponse. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que chacun comprendra qu'on ne peut pas apporter une réponse qui dévoile les modalités de protection et qui, par des mesures de renseignement, viendrait comment dire, fragiliser cette même protection. Et donc, c'est un arbitrage entre les deux que l'exploitant et j'imagine les pouvoirs publics auront à mener pour instruire votre sujet. Merci. Et oui, enfin, et c'est effectivement une question qu'on rencontre fréquemment dans les débats publics, cette question du secret, hein, qu'il soit défense, commerciale ou autre, et effectivement qui heurte le droit de la participation. Donc, on demande effectivement aux maîtrises d'ouvrage d'en dire le plus possible parce que c'est aussi le droit du public. On s'achemine vers les toutes dernières questions. Alors, est-ce que du coup, du côté de chat, Denis, c'est OK ou tu en as vu d'autres? Une autre, une dernière? C'est bon pour toi? Alors, du coup, on avait peut-être Patrick, puisque Alban, vous avez déjà pu en poser deux. Alors, j'ai deux questions à poser. Vous avez sur les alternatives, vous avez dans la DMO, on nous parlait que d'alternatives nucléaires au réacteur EPR2. Dans le résumé, page 49 à 51, moi je l'ai pas lu. Donc, est-ce que vous parlez d'autres alternatives, donc les énergies renouvelables, et est-ce qu'il y a des prix comparatifs pour qu'on puisse avoir des renseignements corrects? Deuxième question, je crois que c'est la voix du nucléaire qui a dit tout à l'heure, qui a parlé de 600 000 morts à Tchernobyl. Alors, suite à Tchernobyl, en 2010, l'Académie des sciences de New York a sorti un rapport basé sur l'état civil, estimant que sur les 800 000 liquidateurs envoyés par le régime soviétique sur la centrale pour sauvegarder, pour pas qu'elle explose encore plus fort, il y a eu 125 000 morts. Et sur l'ensemble de la population en Biélorussie, en Ukraine et en Russie, il y a eu entre 600 000 et 900 000 morts. C'est l'Académie des sciences de New York en 2010 qui a fait ce rapport. Et c'est pas du tout des conneries, quoi. Merci. Alors, sur ce dernier point, moi, je renvoie effectivement à la note d'expertise qui a été produite par le comité de la donnée. Et voilà, on ne va pas reprendre ce débat. Sur les alternatives, oui, il y a des alternatives qui sont hors nucléaire, dont la vôtre, puisque en fait, on a repris, hein, la présentation des 8 alternatives qui étaient proposées. Par contre, sur la question des coûts, elle apparaît en recommandation parce qu'effectivement, il y a un gap entre la présentation des coûts sur le nucléaire et celle sur les énergies renouvelables. OK, merci beaucoup. On va conclure. S'il n'y a plus, il n'y a rien comme question, Denis, pour conclure en termes de relais chat. Non, après le chat, on a eu beaucoup de questions qui portaient sur le débat lui-même et sur le projet. Donc, on a à chaque fois dit aux gens qui intervenaient que ce n'était pas l'objet de cette réunion, où on a renvoyé à la concertation continue si le projet se poursuit. Voilà. Donc, côté chat, on a terminé.
Oui, exactement. Vous avez un été pour lire le compte-rendu sur la plage ou ailleurs, pour en prendre connaissance. Et effectivement, en cas de concertation continue, le compte-rendu et vos propres réflexions vous permettront effectivement d'alimenter cette phase de concertation continue si elle a lieu. On arrive effectivement à la toute fin de notre réunion. Il me reste à vous remercier toutes et tous de tout de toute votre présence et de toutes vos contributions sur tout le temps du débat et de votre présence encore ce soir. Et merci également à l'équipe du débat pour sa mobilisation tout au long de cette quasi-année. Et je laisse le mot de conclusion à Marc Papinuti, président de la CNDP. Merci. Et effectivement, aussi, je voulais vous remercier toutes et tous parce que le premier point pour un président de CNDP, c'est de s'apercevoir que le débat a eu lieu. Il a eu lieu de manière pacifique avec des échanges. Là, le compte-rendu est riche, hein, y compris dans les conclusions. Il y a d'ailleurs des rappels, y compris pour la CNDP, notamment sur la manière dont on va organiser la suite, c'est-à-dire la concertation, les concertations continues après la réponse dans les 3 mois des maîtres d'ouvrage. Et sur ce point, on est en train de réfléchir collectivement, évidemment. On l'a fait déjà sur Gravelines, d'avoir une équipe commune, parce qu'il y a des sujets communs qui ont été rappelés. Et puis, il y a des sujets de territoire, comme je le disais aussi, où il y a quand même des accroches ou des approches très différenciées selon les territoires. Mais soyez certains que dans les mois qui viennent, la concertation continue du projet sera riche et sera pour vous l'occasion de compléter avec une partie commune. Donc c'est ça qu'il faut qu'on organise. On n'est pas encore habitué à voir ça régulièrement à la CNDP. Mais enfin, encore un grand merci aussi à l'équipe du projet, à l'équipe du débat et au secrétaire général de la commission particulière qui ont permis, avec tous nos assistants à maîtrise d'ouvrage, de réaliser la qualité de ce débat. Et puis merci encore à vous.